Ok, je vais prendre au mot M. Kokoa. Alors, quand on parle d'absence de l'État de droit, on parle de quoi? En 2011, à l'avènement au pouvoir du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, il a été mis en place une commission nationale d'enquête qui était chargée de faire des enquêtes sur les événements douloureux que nous avons connus. Cette commission a abouti au fait qu'il y a eu un certain nombre de morts. Il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Gbagbo et il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Ouattara. Il y a eu des morts, 200 morts précisément, qui ont été imputées au Dozo. Mais jusqu'à présent, les seules forces qui ont été poursuivies, c'est les forces pour Gbagbo. Donc il y a une justice sélective. Il y a une sorte d'impunité pour un camp et des rigidités, des rigueurs exagérées pour un autre camp. C'est ça que nous appelons une absence d'état de droit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux devant la loi, nous ne sommes pas égaux devant la justice. Très bien. Monsieur, alors, avant de revenir sur la préoccupation d'Élysée, je voudrais d'abord revenir sur celle qui a été posée, la problématique qui a été posée par M. Kokoa. Alors, M. Kokoa dit qu'eux, ils sont chargés de faire des enquêtes, mais c'est à la justice de mener le processus jusqu'au bout. Alors, je m'étonne de cette justice qui est sélective. Ça, il oublie de le mentionner. À partir du moment où cette justice a eu la force et les moyens de traiter les questions liées aux soldats qui ont servi sous le président Laurent Gbagbo, elle aurait dû avoir la même force et la même célérité qu'elle a eue avant pour traiter aussi les questions liées aux meurtres qui ont été commis par les agents de la rébellion. C'est de ça que nous parlons et c'est pour ça que nous disons qu'il y a une discrimination dans la conduite des affaires de la justice. Ça, c'est important. Mais pourquoi, quand il s'agissait des pauvres Gbagbo, l'accusation ou l'État, à travers ce qu'il dit, a fait ses enquêtes, mais la poursuite allait jusqu'au bout. Mais pourquoi arriver sur le pauvre Ouattara, ces poursuites n'ont pas été menées jusqu'au bout? D'où la notion de la justice à double vitesse, la justice des vainqueurs. Or, partout où il y a justice des vainqueurs, il y a un problème d'état des droits parce que l'état des droits, c'est garantir les mêmes droits à tous les citoyens. Peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur appartenance politique. Très bien. La question d'Élysée? Je ne comprends pas même le sens de sa préoccupation dans le débat qu'on est en train de mener. On parle d'Élysée peut peut-être mieux expliquer? Je viens. Parce qu'il a dit que depuis sous Gbagbo, il y a eu un ensemble de pouvoirs qui ont été concentrés dans les mains du chef de l'État. Selon l'article 74 de la Constitution, oui. Un demi-dieu, selon ses propos, je peux les systématiser ici. Alors, mais Gbagbo n'a pas écrit des constitutions. Gbagbo n'a pas écrit des constitutions. La constitution qu'il est venu trouver et sur laquelle il a travaillé est issue de la transition qui a été menée par le président Obey, le chef de l'État, en son temps. Et par contre, le chef de l'État actuel a écrit une constitution. Je pense que si on avait la possibilité d'écrire une constitution, on allait aller vers une relativisation des pouvoirs du chef de l'État comme des combattants de la liberté et de la démocratie. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des urnes transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le vote s'efface à l'âge de 18 ans. Nous nous sommes battus pour l'institution d'une commission électorale qui soit indépendante. Nous avons mené des batailles et nous avons eu des grandes victoires. Donc le problème, je reviens là-dessus, n'est pas ce qui est écrit même dans la Constitution, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Je vous donne un exemple, je reviens là-dessus. La loi dit, cette Constitution actuelle qu'on a, dit qu'un individu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais c'est lorsqu'un individu essaie de faire plus de 2 mandats qu'il y a problème. Donc le problème ne réside pas dans la Constitution, mais le problème réside dans la volonté de respecter ou non les tests chez certains individus. Ceux d'en face disent par exemple que nous sommes dans une nouvelle république donc, qui remet à plat l'ancien national constitutionnel. Avec tout le respect que je lui dois, je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que M. Bakongo, par exemple, qui n'est pas quelqu'un de mon parti, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif du HDP, a dit que l'article 183 interdisait au chef de l'État actuel de pouvoir se présenter un 3e mandat. Il s'est appuyé sur l'article 55, il s'est appuyé sur l'article 183. Le ministre de la Justice, allant défendre la Constitution devant les députés, a dit qu'il pouvait prouver techniquement qu'il était impossible au chef de l'État de se représenter à un 3e mandat. Il y a eu donc une attitude dolosive de la part des tenants du pouvoir. Ils ont trompé le peuple pour les emmener à voter une Constitution alors qu'ils savaient bien qu'ils avaient un plan derrière la tête. Monsieur Kokoa, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que nous savons au moins lire. Bien sûr. La Constitution est claire. Un 3e mandat est illégal. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe les arguments qui seront développés, l'article 183, l'article 55 disent qu'un 3e mandat est illégal. Tout à l'heure, à l'entendre mon propos, je n'ai pas parlé spécifiquement de la concentration du pouvoir dans les mains d'un individu. J'ai parlé de la soumission des institutions à la volonté d'un individu. C'était ça mon propos. Je parle de quoi? Vous voyez, je lis ici statut spécial de l'ancien président. La loi 2005-201, 16 juin 2005, fixe des garanties procédurales particulières. L'ancien président ne bénéficie pas d'une immunité juridictionnelle après son mandat, mais toute poursuite est soumise à une procédure spéciale. Est-ce que cette procédure spéciale a été respectée concernant le président Laurent Gbagbo? Non. Quelle est cette procédure spéciale? En cas de poursuite pénale, le procureur général près la Cour de cassation doit saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Le Parlement est convoqué et statué par un vote spécial aux 2 tiers de ses membres. Est-ce que ça a été fait? Mais répondez-nous, je sais pas. Non, mais ça n'a pas été fait. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle d'état des droits qui est menacé en Côte d'Ivoire. Parce que les normes, ce qu'on écrit, ce qui doit régir les rapports entre les individus, entre les Ivoiriens, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont tous les droits, il y a des gens qui n'ont pas les droits. Ils parlent des droits, des droits, mais il y a des gens qui ont braqué ici l'État ivoirien, des mutés, qui ont pris en otage l'État ivoirien, à qui on a donné des millions et des millions par muté. Ça se chiffre à des milliards. Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Aucune poursuite judiciaire, parce que c'est les enfants chéris de ce régime-là. La loi. Non, allons-y. Non, c'est vous qui avez répondre à ma question. Voilà, donc je veux dire que quand le président Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mesures pour rationaliser la gestion de la chose publique.
il met en place des mesures, des cadres réglementaires pour contenir et régler les questions de corruption qui étaient endémiques. Donc c'est ce que je veux dire. Et puis Laurent Gbagbo, quand il a été question des travers économiques, notamment dans le secteur café, il a agi. Très bien. Il a agi. Laurent Gbagbo n'est pas comme le chef de l'État actuel. Parce qu'on ne va pas dire que quelqu'un a détenu au fait 100 milliards et puis on le laisse comme ça. Mais tout à l'heure, M. Kokora l'a dit, il y a eu des cas aussi pour lesquels des responsables d'institutions et d'appareils ont été jugés. Pour exemple, des menus fouettés. Vous considérez ça comme un menu fouetté? Oui, ça c'est des menus fouettés. Il y a des gens qui ont détenu ça à la geste aussi, près de 1000 milliards qui ont disparu, au fait, à l'Ain-Sud. Il y a eu des structures d'État qui ont été pillées à la psychologie, tout, avec la bienveillance complicée du régime. Ça n'a pas donné lieu à des poursuites sérieuses. Très bien, mais vous avez des chiffres, hein? Non, tous ces chiffres sont vérifiables. Mais d'abord, il y a des choses au moins qui sont factuelles. Au fait, est-ce qu'il n'y a pas eu 100 milliards qui ont été détournés? Vous avez un rapport qui le dit? Oui, il y a un rapport. Le rapport de quelle structure? Non, j'arrive. Quand vous parlez, je ne vous ai pas interrompu. Mais au-delà de ça, la Cour des comptes dont il parle, la Cour des comptes a révélé des dangereuses pratiques au sommet de l'État. On a vu ici, au niveau du passeport, des pièces d'identité, ce qui a été reversé comme part à l'État ivoirien était complètement insignifiant. Sans que jusqu'à présent, on nous explique ce qui s'est passé. On a vu ici qu'il y a des intermédiaires qu'on sollicite pour aller emprunter de l'argent, comme ça travaille d'emprunter de l'argent. Mais ces intermédiaires, là où ils étaient pour 10 milliards, mais certains ont eu jusqu'à 30 milliards. On a vu ici que le GAFI nous a interpellés comme un État véreux. Donc on ne peut pas avoir ces indicateurs-là et puis venir dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ça va bien peut-être pour eux, mais ça ne va pas bien peut-être pour eux. Ma relance, c'est justement aux deux. On va écouter Blaise sur la question posée par Herman. Merci beaucoup. J'ai cru qu'on avait demandé le bon temps et le respect. On entend dire que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo était inapte à gérer le pays. Bon, c'est un constat. Non, mais le problème, c'est que tu n'es même pas apte à critiquer la voix du président Laurent Gbagbo. Je pense, messieurs, essayons de garder le bon temps. Si vous estimez que le point vous a gêné, on va retirer le point et puis on avance. Non, mais qui ne retire pas, on est habitué à toutes ces outrances. Alors, ce que je veux dire, tout à l'heure, lorsque M. Lisée parlait, il a dit que le FPI, en son temps, a participé au gouvernement de la transition militaire. Donc le FPI devrait être solidaire des effets de cette transition. Mais voici des gens qui ont souvent même été majoritaires dans le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Ils ont souvent été majoritaires. Quand tu prends le grand groupe du RDR, c'est-à-dire le RDR civil et le RDR militaire, à travers les forces nouvelles, ils ont été souvent majoritaires dans le gouvernement. Et aujourd'hui, ces gens nous disent que le gouvernement auquel nous avons appartenu, là, nous ne pouvons pas endosser les résultats issus de ce gouvernement. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Aujourd'hui, on nous dit sur ce plateau qu'on a failli parce qu'on n'a pas supporté les Ivoiriens. Oui, mais on a protégé les Ivoiriens. Il faut plutôt dénoncer ceux qui ont attaqué les Ivoiriens. Hier ou avant-hier, il y a eu une attaque terroriste dans le nord-est du pays. Oui, à Téhéni. C'est malheureux. Ce qu'il faut condamner, ce n'est pas l'action du chef de l'État. Sur ce point, nous le soutenons à 100%. Mais ce qu'il faut condamner, c'est l'action des terroristes qui ont endeuillé les Ivoiriens. Alors, je ne peux pas venir m'asseoir ici, sur ce plateau, pour dire s'il y a eu des morts à Téhéni, c'est parce que le chef de l'État est inapte à assurer la protection des Ivoiriens. Non, ce n'est pas à 100 attaques que je dois accuser les attaques terroristes, mais c'est plutôt les terroristes qui ont attaqué et qui ont assassiné lâchement les Ivoiriens. Mais c'est le même principe qu'on leur demande. Soyez au moins vrais, soyez au moins solidaires de ce que les Ivoiriens ont vécu comme souffrance. Madame, le vice-président de la République, qui s'appelle Timoko Meïdé, il était un cadre de la rébellion. Il était un cadre de la rébellion. C'est-à-dire? Il était dans les forces nouvelles. C'est au nom des forces nouvelles qu'il était ministre de la Constitution. Ça ne les dérange pas. Je pense que concernant les critiques qu'on fait à Laurent Gbagbo, il faut qu'ils aient de la mesure. Il faut qu'ils aient de la mesure. Très bien. Il a contenu la rébellion, il a empêché l'État de s'écouler, il a fait ce qu'il pouvait. Et ceux qu'on doit condamner sur ce point précis-là, c'est ceux qui ont attaqué la population. Mais ce qu'on n'a pas suivi, qu'avez-vous dit concrètement? Alors, j'ai dit qu'on prendra le pouvoir en octobre et que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, je parle des ministres, je parle des gouvernants, bien entendu, il n'y aura pas de gouvernement d'union ni de gouvernement d'ouverture. On va gérer le pouvoir par nous-mêmes, selon notre vision, avec nos hommes, de sorte à ce que demain, ils ne viennent pas encore nous dire qu'ils ne sont pas responsables de la participation qu'ils ont eue à notre gouvernement. Donc celui qui est ministre, par exemple, aujourd'hui de l'industrie ou bien de je ne sais quoi, mais quand Laurent Gbagbo vient au pouvoir en octobre 2000, il ne sera plus ministre. C'est tout ce que j'ai dit, je n'ai pas dit autre chose. Concernant l'emploi public, j'ai même précisé dans le même meeting que je rêve d'une Côte d'Ivoire où on ne dira pas qu'on te donne un emploi parce que tu viens du parti au pouvoir. J'ai même précisé ça. Dans le même meeting, j'ai même dénoncé le fait que les gens lient l'accès aux emplois à l'appartenance politique. J'ai précisé ça dans le même meeting, mais ils ont fait de ne pas écouter, nous pas d'autre chose. C'est pas moi qui ai dit si tu n'es pas à gérer le tableau. Ça c'est eux. C'est eux qui ont théorisé. C'est eux qui ont théorisé, je précise, le rattrapage ethnique. Ça ce n'est pas nous. Alors il ne faudrait pas qu'ils nous mettent dans la place derrière alors que le débat est sérieux. On parlait d'état de droit. Quand on parle d'état de droit, on parle de quoi? Par exemple, je vais vous faire rapidement une panoplie de mauvaises gouvernances qui ont été observées. Allez-y. Voilà, par la Cour des comptes. Et après ça, il n'y a eu aucun effet. C'est ça qui est le débat du jour. Le débat du jour, c'est l'état des droits. L'état des droits. Alors quand on dit qu'il y a des recettes de 878 713 francs pour les passeports, il y a eu un détournement qui est massif. Pourquoi il n'y a pas eu de suite judiciaire? Quand on dit
qu'il y a eu un dépassement de 204% sur les frais et commissions liés à des emprunts. C'est-à-dire, au lieu de 40 milliards, on a payé 82 milliards à des intermédiaires qui sont allés chercher crédit pour nous. Et les défenseurs du AGP viennent dire non, mais ça va. Mais si ça va, pourquoi on a souscrit à des mécanismes pour nous protéger des fonds vautours? C'est de ça que je parle. Je parle de détournement dans... À la gestion aussi, il a nié ça, mais c'est une réalité, ça a été révélé par la lettre de contenant numéro 795. Je parle des marchés publics, notamment au niveau de la réhabilitation des universités. 110 milliards ont été détournés. On ne sait pas qui a pris l'argent jusqu'à présent. Il n'y a eu aucun procès. Je parle de la prime des éléphants qui a été détournée. Je parle de la filière Café Cacao, il y a eu près de 500 milliards qui ont été détournés. Je parle de la filière Anaca, 337 milliards. Je parle des inscriptions à l'université, il y a eu 430 millions qui ont disparu. Il n'y a jamais eu de procès. Je parle du programme présidentiel d'urgence, il y a eu 400 milliards qui ont disparu. C'est de ça que je parle. Permettez qu'il réagisse, M. Kokora. Merci beaucoup. Mais d'abord, je voudrais revenir sur les propos de M. Kokora. Tout à l'heure, il a parlé des journaux, mais j'ai parlé du rapport de la Cour des comptes 2022 qui a dénoncé des graves irrégularités dans la gestion financière de l'État. Donc, pas dans le journal? Oui, c'est pas dans le journal. Alors, c'est un rapport sérieux. Voilà. Maintenant, revenons sur la CEI. Vous savez, est-ce que nous sommes dans la CEI? Non. Vous êtes sorti? Voilà. Nous avons discuté avec le gouvernement. Et voici ce que nous avons proposé au gouvernement. Nous voulions d'une CEI sans parti politique. Parce que pour nous, il était incongru de mettre dans l'organisation des élections des gens qui concourent parce que l'habitat allait être difficile. Parce que chacun, peu importe ce qu'on dit, va essayer de préserver les intérêts. On n'a pas de juge parti. Voilà. C'est ce que nous avons proposé. Ils ont dit non, de façon catégorique. Aujourd'hui, nous n'avons ni l'intention, ni la volonté, ni les moyens de faire des rébellions comme eux. Nous sommes obligés de nous inscrire dans une démarche politique. Donc on peut dénoncer pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va s'exclure totalement du processus. Donc nous sommes logiques, nous sommes cohérents, nous avons décidé de faire une résistance politique, une résistance civile à la forfaiture qui est en cours à travers la CEI. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va abandonner le processus électoral, parce que l'objectif c'est ça. C'est qu'ils multiplient les entorses de sorte à ce que, députés, nous puissions dire on vous laisse. Maintenant, on ne va pas laisser. Très bien. En votre âme et conscience, est-ce que vous pensez concrètement qu'avec toutes ces revendications-là, on peut tenir le délai constitutionnel du 25 octobre pour aller à ces élections-là? Ça vous permet de seulement répondre à M. Kokora. Merci beaucoup, M. Daouda. Alors, en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Bon, élection en griffe, parce que en 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Alors, qui refuse que les conditions soient transparentes? Mais c'est bien eux. C'est bien eux. Je répète, nous ne sommes pas d'accord avec la forme actuelle de la commission électorale indépendante, qui n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante que nous avions proposée quand on était au pouvoir. Ça, c'est de un. De deux, la commission électorale qui a organisé les élections en 2010, mais elle était ultra dominée par l'opposition. Ça n'a pas gêné le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un démocrate qui est sûr de lui et qui est confiant de sa légitimité, en sa légitimité au sein du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui prétendent avoir travaillé, des gens qui prétendent être légitimes, mais qui s'accrochent comme un naufragé à la CEI, qui refusent toute initiative tendant à instaurer un peu de transparence. Mais c'est eux qui ont un problème. Ce n'est pas le fait qu'on aille déposer nos dossiers au niveau de la CEI. Bon, quand on ne dépose pas nos dossiers au niveau de la CEI, on fait comment? On est obligé de déposer nos dossiers. Mais ça n'empêche qu'on critique le fonctionnement, qu'on critique l'organisation, qu'on critique la composition. Mais c'est comme ça qu'on fait en politique. Je dis que nous ne savons pas prendre les armes. Ce que nous avons fait, c'est la politique. Et c'est ce que nous faisons. Très bien. Pour régler la question de son illégibilité. À ce jour, il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Et pourtant, vous êtes allé déposer ce dossier de candidature. À quelle fin? Merci beaucoup, M. Blaise. M. Lasme. J'aime bien cette question. La discussion que nous appelons, c'est pour apaiser les tensions, pour éviter les tensions. On a vécu quelque chose en 2010 qu'on ne doit plus jamais vivre. Il faut, en toutes circonstances, peu importe nos envies de prendre le pouvoir, ou mettre en œuvre les solutions qu'on a pour les Ivoiriens, il faut éviter que ceux pour qui on doit travailler là puissent trépasser à travers des confrontations électorales. Pour nous, c'est fondamental. Il faut préserver la vie des Ivoiriens. Mais je viens sur ça parce que c'est fondamental. Pourquoi nous déposons la candidature du président Gbagbo? Mais nous nous adossons à la Constitution. Madame, la Constitution dit quoi? Je ne vais même pas me tromper. En quel article? Parce qu'on l'a avec nous, on peut construire avec l'article 55. Je ne vais même pas me tromper, donc j'ai dû même imprimer pour venir avec ça. Le chapitre 2, l'article 55 nouveau? Oui, je pense. Voilà. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Ça, c'est les conditions maintenant. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. 1. Ça fait 1. 2. Il doit être âgé de 35 ans au moins. Tout le monde sait au moins que Gbagbo est âgé depuis 35 ans. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il est exclusivement ivoirien, le président Gbagbo. Né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Voici ce que la Constitution dit en son article 55 concernant les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Donc nous nous adossons sur la Constitution. À aucun moment, la Constitution ne nous dit qu'il faut qu'il soit sur la liste électorale. À aucun moment. Très bien. À aucun moment. Monsieur Las, généralement, à l'opposition aussi, soyons sincères, vous avez tendance à crier à la liberté qui est bafouée, à chaque interdiction de marche et autres. Mais soyons sérieux. Est-ce que quand généralement
vos marches tournent à certaines choses. On a vu un bus qui a brûlé à Yopougon, des véhicules de police qui ont été caillassés. Un de vos militants qui a affirmé face caméra qu'il est membre du PPACI et qu'il a été envoyé tout et tout. Est-ce que finalement vous êtes incompris ou bien vos militants sont des pyromanes ou bien des anges? Allez-y, monsieur Lasme. Merci beaucoup. Le PPACI, dans le cadre du Fonds commun avec le PDCI, a organisé une marche. Il n'y a eu aucune casse, il n'y a eu aucune destruction. Il n'y a surtout aucun policier qui a été attaqué. Mais je parle du 2. Ok. Mais le 2, ce n'était pas une marche. Le 2, c'est des actes de vandalisme, des actes de voyouisme. Reconnu par vous. Mais à partir du moment où quelqu'un va casser, caillasser un bus, c'est du vandalisme. C'est la voyousie. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, votre parti a reconnu que ce sont ses militants. Il va réagir, Daouda. On le fait réagir. Allez-y, monsieur Lasme. On a vu une vidéo d'aveu, on ne sait pas dans quelles conditions ces aveux ont été obtenus, de quelqu'un qui disait qu'il est militant du PPACI, qui a été pris à la suite de casse. Mais nous disons que ces actes sont des actes de vandalisme et de voyousie. Et nous, le PPACI, nous ne sommes pas coutumiers de tels actes. Ça, c'est de l'apanage de RDR devenu RHDP. Donc ça, c'est pas nous. Ça, c'est Très bien. Et je mets ça en relief avec votre match du 9. Est-ce que vous avez entendu qu'un cheveu ou bien un morceau de bois a été pris sur un militant? Non. Nous sommes une opposition responsable, respectueuse, résolument pacifique. Donc nous n'avons rien à voir avec les casses. Ça, c'est pas nous, ça. Monsieur Lasme, mot de fin. Merci beaucoup. Il a parlé tout à l'heure d'institutions fortes. Mais c'est ce à quoi nous aspirons. Et quand un chef d'État vient dire « je me présente » parce que si je ne me présente pas, il y aura l'insécurité. Si je ne me présente pas, le pays ne va pas aller bien. C'est que les institutions qu'il laisse ne sont pas fortes. C'est que les institutions qu'il a essayé de bâtir pendant 15 ans ne sont pas fortes. Donc il a échoué. Donc quand tu as échoué, tu te déposes de ta vie, tout simplement.